donc bonjour. Merci de me recevoir ici pour vous parler de mon article. En fait, ma présentation va suivre l'article qui est publié dans les CPI dans ce dossier spécial. C'est un article et c'est une présentation que j'ai intitulée « L'apprentissage machine est une appropriation ». Alors un mot rapide sur ce titre. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, Marie-Jean Meurre l'a dit, on parle essentiellement aujourd'hui d'apprentissage machine et plus particulièrement d'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning. À l'heure actuelle, ce que j'aimerais vous démontrer aujourd'hui, c'est deux arguments principaux. Le premier, c'est que le droit doit tenir compte de l'appropriation des données qui est effectuée par tout système, à mon sens, d'apprentissage machine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser, par exemple, des défenses, notamment la défense de l'utilisation équitable, comme l'a avancé un peu plus tôt Paul Gagnon. C'est juste, à mon sens, qu'il faut avoir ce réflexe de tenir compte de cette appropriation et éventuellement des infractions aux droits d'auteur qui pourraient être causées par un tel système. On n'aurait pas besoin de la défense de l'utilisation équitable s'il n'y avait pas appropriation. Le deuxième argument, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Jean Meurre, l'intelligence artificielle doit être considérée avant tout comme un outil, et donc l'auteur, la personne qui utilise cet outil, doit être considérée comme l'auteur des œuvres qu'elle génère. Rapidement, je présente ici le modèle formel d'un neurone artificiel, tel qu'il a été présenté par McCulloch et Pitts en 1943. Pourquoi est-ce que je le présente alors qu'on est en 2018? Parce qu'en fait, il est toujours à peu près pertinent aujourd'hui, même si bien sûr on a eu des améliorations énormes comme la rétropropagation, l'ajout d'une mémoire avec les réseaux LSTM. Mon but, ce n'est pas de rentrer dans une explication trop technique, mais simplement de faire comprendre que véritablement, avec les entrées de données qu'on voit à gauche, auxquelles on attribue un certain poids, ces poids sont additionnés au sein d'une somme, et cette somme va déterminer si le neurone artificiel est activé ou non, c'est-à-dire est-ce que ça devient un 1 ou un 0 pour respecter le système binaire informatique. L'idée à garder en tête, c'est que l'apprentissage automatique est avant tout un apprentissage statistique. C'est d'ailleurs un des autres noms de l'apprentissage machine. On parle d'apprentissage statistique, d'apprentissage automatique de manière assez indifférente, mais je pense que le nom d'apprentissage automatique est peut-être plus pertinent pour comprendre réellement ce qu'il advient quand on utilise ce type de technologie. Évidemment, l'idée, c'est de permettre aux algorithmes apprenants de réaliser des tâches sans être explicitement programmés à cet effet. Un peu plus tôt, Jocelyn McClure a mentionné quelques éléments à ce sujet. En fait, on passe d'un système qui était déductif dans les années 90, notamment avec les systèmes experts, à un système qui est en fait inductif. Il y a un très bon article de Dominique Cardon, qui est un sociologue qui travaille maintenant sur l'intelligence artificielle sur ce sujet. Je vous y réfère si jamais ça vous intéresse. Si on passe du déductif à l'inductif, c'est qu'en fait, le modèle va lui-même extraire des données sur lesquelles on l'entraîne, données qui ont évidemment de la valeur. C'est pour ça que toutes les entreprises à l'heure actuelle recherchent avant tout à avoir le maximum de données. Le constat général qu'on a quand on observe les œuvres générées par IA, générées par apprentissage profond, c'est qu'on retrouve très souvent les données utilisées dans les œuvres générées. La doctrine a un peu écrit sur cette question-là, encore trop peu à mon sens, mais je vous réfère à un article que je vais réutiliser d'ailleurs un peu plus tard, l'article de Benjamin Sobel en 2017, qui dit que les algorithmes d'apprentissage découvrent les structures internes des œuvres et reproduisent leurs caractéristiques, à tel point qu'on pourrait qualifier ces caractéristiques de personnalité. Également McCormack en 2014 qui dit que les algorithmes encodent l'esthétique de l'œuvre appropriée dans l'œuvre générée, ou encore Shank and Owens en 91 ou Guadamuz en 2018 qui dit que les algorithmes lisent les œuvres et en reproduisent le style et la structure. En fait, dans les œuvres générées, on retrouve généralement les motifs et les structures, ce qu'on appelle les patterns, dans le langage consacré. C'est particulièrement exemplaire dans certaines œuvres. Là, je vous ai mis un des exemples de Deep Dream, qui en fait a été entraîné du coup sur la Mona Lisa, on le voit assez bien dans cet exemple, mais les algorithmes ont été entraînés, eux, tout Deep Dream a été entraîné sur à rechercher des motifs de pans et de chiens
qui va ensuite exacerber dans les images qui seront traitées. Donc l'image brûle un peu les yeux, mais en fait l'algorithme va chercher à exacerber les motifs qu'il va être capable de trouver à l'intérieur de l'œuvre. Pour prouver un peu plus en avant mon point, j'ai mis en œuvre des algorithmes d'apprentissage de type LSTM, donc des réseaux neuronaux de type Long Short-Term Memory. En fait, c'est notamment, pour résumer un petit peu, l'ajout d'une mémoire dans les algorithmes utilisés sur un corpus assez pur en fait en termes d'autorité, un corpus proustien, la totalité de la recherche du temps perdu, qui a fait un texte qui s'appelle Proust Unlimited et qui, à mon sens, s'approprie bel et bien l'esthétique de Proust. On retrouve les personnages emblématiques de la recherche, on retrouve la structure des phrases, mais sans que le texte généré n'ait nécessairement de sens sur le plan narratif. Ça paraît être évidemment un problème éventuel, de prime abord seulement, parce qu'à l'heure actuelle, la jurisprudence canadienne n'exige pas que les œuvres, les reproductions prennent une forme lisible par l'homme pour être protégées par le droit d'auteur. Ça, c'est la jurisprudence Apple Computer de 87. Et la jurisprudence édition JCL de 94 dit aussi que l'appropriation illicite peut porter sur l'emprunt de mots, de phrases, de personnages, de rythmes et de styles. Avec cette jurisprudence-là, on a une réflexion intéressante sur la question des œuvres narratives, des œuvres textuelles, mais le problème est encore moins important pour ce qui est des générations de musique ou des générations d'images, de peinture par exemple. Ça, je pense que Caroline en parlera un petit peu plus tard, tout simplement parce que l'erreur narrative n'existe pas en musique ou en peinture. Finalement, la question principale, c'est peut-être de savoir si, encore une fois, on reconnaît l'œuvre primaire dans l'œuvre dérivée. Ça, c'est la jurisprudence Sinard de 2013 qui nous y réfère. Pour se pencher sur cette question, on doit passer par la jurisprudence CCH de 2004, qui dit évidemment qu'une œuvre est originale si elle est bien le produit d'un jugement et du talent de son auteur, et que l'œuvre ne pourra pas être originale si elle n'est qu'une simple reproduction mécanique des travaux précédents. Ma conclusion première, c'est donc de dire que même si la dynamique naturelle de l'apprentissage machine tend à faire disparaître les preuves d'appropriation, notamment en raison du grand nombre de données qu'on a besoin d'utiliser, le réflexe nécessaire, à mon sens, que doit avoir le juriste quand il examine les œuvres générées par IA et par apprentissage machine, c'est de se dire qu'il y a appropriation. Ça ne veut pas dire que certaines défenses, notamment la défense de l'utilisation équitable, ne doit pas être nécessairement utilisée, comme je vais l'expliquer un petit peu plus tard. J'en arrive à ma deuxième question, qui est l'auteur de l'œuvre générée par IA? Rapidement, il y a 4 positions doctrinales que j'ai identifiées dans mon article. C'est d'abord de reconnaître l'intelligence artificielle comme un auteur. C'est une position qui, à mon sens, n'est pas tenable. Elle est assez peu présente et assez peu défendue par les juristes. Deuxième position, c'est reconnaître l'intelligence artificielle comme un travailleur qu'on sollicite sur le modèle de la doctrine du Work Made for Hire, notamment représentée par Anne-Marie Brady aux États-Unis. Troisième position, ne reconnaître aucun auteur. En fait, c'est donner l'œuvre au domaine public, position qui va être, je crois, défendue aujourd'hui, peut-être par Caroline, en tout cas dans les articles par Georges Azaria. Quatrième position, celle que je souhaite défendre, reconnaître avant tout l'intelligence artificielle comme un outil et donc attribuer la titularité de l'œuvre à la personne qui utilise cet outil, qui utilise le programme. Une position qui est défendue également par Robert de Nicola, André Guanamuz ou Pamela Samuelson aux États-Unis. Reconnaître l'intelligence artificielle comme un outil, c'est possible à l'heure actuelle parce qu'on est capable de reconnaître dans la jurisprudence, en tout cas canadienne, que les données générées par informatique sont des œuvres. C'est notamment l'arrêt Geophysical de 2016 qui nous le dit. On peut reconnaître les données comme des œuvres si celles-ci sont suffisamment traitées. Qu'on peut coupler à la jurisprudence Robertson de 2006 qui dit que les données peuvent être des œuvres si elles sont compilées de façon à leur donner une forme nouvelle par rapport aux données appropriées. Donc on voit un peu se dessiner l'idée d'une transformation suffisante, en tout cas des données dans l'œuvre générée, qui est à mon sens le point de vue principal à avoir sur cette question. L'auteur pourra alors être la personne qui utilise ses compétences pour fixer l'œuvre sur une forme tangible, qui utilise encore une fois le programme comme un outil.
La question, c'est donc de savoir si l'œuvre générée est suffisamment nouvelle. Pour répondre à cette question, on est obligé de se tourner vers la notion de partie substantielle, notion qui a été notamment définie par l'arrêt Sinard de 2013, Sinard contre Robinson. Cet arrêt dit qu'il faut avoir une approche holistique pour évaluer si l'appropriation justifie ou non de caractériser une infraction au droit d'auteur. Rappelle également que si l'œuvre prise dans son ensemble constitue non pas une imitation, mais plutôt une œuvre nouvelle et originale, il n'y aura pas de violation du droit d'auteur. Ça reprend la position très spécifique du droit canadien qui reconnaît qu'une œuvre peut à la fois être protégée par le droit d'auteur et à la fois être une appropriation illicite. On en vient à la question de l'utilisation équitable. C'est une défense, en fait, c'est la défense qui a été notamment invoquée aux États-Unis dans l'arrêt Google Books. C'est une défense qui était notamment défendue un petit peu plus tôt par Paul Gagnon, à ce qui me semble. Au Canada, cette défense est notamment explicitée par l'arrêt CCH de 2004, qui dit qu'il y a 6 critères principaux, mais que c'est le premier, le but de l'emprunt, qui appuie tous les autres et qui les détermine. La défense de l'utilisation équitable aux États-Unis, elle se fonde, c'était la position de Google, sur le fait de dire que l'usage technologique, c'est juste un procédé mécanique et que du coup, ce dernier ne peut pas causer d'infraction au droit d'auteur. C'est une position qui est difficilement tenable d'après Benjamin Sobel, qui est juriste au centre Berkman à Harvard, qui travaille justement sur la question des œuvres générées par apprentissage machine, par intelligence artificielle, tout simplement parce que l'apprentissage machine s'approprie justement les composantes expressives. En termes d'utilisation sur des données qui sont en réalité des œuvres, comme c'est souvent le cas, on pourrait même dire que les composantes non expressives, ça n'existe pas. En art, il n'y a pas de composantes non expressives. Benjamin Sobel en conclut que le fair use est inapplicable pour l'utilisation d'apprentissage machine. Mais au Canada, la position peut être, à mon sens, différente. C'est en tout cas une position qui serait véritablement intéressante à mettre en œuvre parce qu'on a besoin, à mon sens, de cette défense du fair dealing. Je remercie d'ailleurs Caroline qui m'a pointé l'article 3071 de la loi sur le droit d'auteur qui dit qu'on pourra reconnaître une utilisation équitable si l'appropriation est nécessaire au processus technologique, si elle ne dure que pour la durée du processus et si elle ne vise pas à violer le droit d'auteur. Alors nécessaire au processus technologique, il me semble que c'est clairement le cas. Il y a forcément une appropriation des données par le processus technologique d'apprentissage machine. Si elle ne dure que pour la durée du processus, ce point peut également être défendu, même si à mon avis il y a des critiques qui peuvent être émises. Mais c'est peut-être le troisième point de cet article qui est intéressant, si elle ne vise pas à violer le droit d'auteur. On en vient à la dernière partie de ma présentation, comment tenir compte de l'appropriation des données et de la nécessité toujours de considérer l'intelligence artificielle comme un outil et donc que l'auteur doit être la personne qui utilise cet outil. Quel régime appliquer? J'en identifie 3 dans mon article. Il y en a 2 que je souhaiterais privilégier. Un que je souhaiterais éliminer de prime abord, c'est le régime de l'œuvre de collaboration, qui définit l'œuvre de collaboration comme une œuvre exécutée par la collaboration de 2 ou plusieurs auteurs et dans laquelle la part créée par l'un n'est pas distincte de celle créée par l'autre ou les autres. Alors effectivement, quand on a utilisation d'apprentissage machine, d'apprentissage profond, on a tendance à utiliser tellement de données qu'on va noyer dans l'œuvre générée tout un tas de sources différentes. Ça rend très difficile d'estimer quelle est la part d'une œuvre dans l'œuvre générée. À mon sens, pourtant, ce n'est pas un régime qui serait applicable, d'abord parce qu'il n'y a pas d'accord conclu entre le programmeur et les ayants droit des données utilisées, tout simplement. Un autre régime possible, ce serait le régime de l'œuvre dérivée, qui est mis en œuvre au Québec depuis l'arrêt Théberge. C'est un régime qui, malheureusement, est encore trop peu défini par la loi canadienne, qui pourrait peut-être être amené à être développé par la législation ou la jurisprudence dans les années à venir. Ce serait un régime, à mon sens, très pertinent, particulièrement en France. En Europe, je n'ai pas examiné la question, je vous l'avoue. En France, ce serait pertinent. Au Canada, par contre, il me semble qu'on aurait un régime qui serait peut-être apte à envisager cette question, c'est le régime de la reproduction et de l'adaptation. C'est un régime qui permettrait en effet d'accorder la titularité à la personne qui utilise l'IA comme un outil
et qui permettrait également de défendre éventuellement les titulaires des données appropriées s'il y a un droit d'auteur encore actif sur les œuvres utilisées, et qui permettrait également de favoriser l'utilisation de données appartenant au domaine public. Ça permettrait, à mon sens, de clarifier toutes les positions et de protéger toutes les personnes qui en ont besoin dans cette histoire. Ce serait de plus un régime qui serait conforme au droit du Canada, au droit de l'Union européenne et au droit des États-Unis. Ce serait conforme à la Charte des droits et des créateurs et créatrices canadiennes de 1985, qui recommande que la titularité excusez-moi, appartiennent à la personne responsable de la création et non à la personne qui possède les droits sur le programme informatique. Ce serait également un régime qui serait cohérent avec le droit de l'Union européenne, le livre vert sur le droit d'auteur de 88, et avec le droit des États-Unis, enfin en tout cas avec les recommandations des États-Unis, notamment avec le rapport Contu de 79. Enfin, ce serait un régime qui serait surtout cohérent avec les objectifs premiers du droit d'auteur au niveau mondial, présenté par l'OMPI, mais droit d'auteur canadien surtout, dont les deux objectifs principaux, je le rappelle ici, sont avant tout d'encourager la publication d'œuvres pour promouvoir le progrès culturel et scientifique, et de protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs pendant un certain temps. Ce serait donc un régime qui permettrait aux personnes qui utilisent l'IA comme un outil de continuer à créer de la valeur, à créer du progrès, tout en protégeant éventuellement les ayants droit si besoin est. L'idée, ce sera toujours évidemment de voir si l'utilisation est justement équitable. Je vous remercie.